je ne sais pas si ça vous... Pour moi, ce que vous écrivez, c'est Soho, quoi. C'est le processus de transformation de l'hyper-centralité culturelle et rentière de Manhattan. Et tout d'un coup, ce phénomène que d'autres villes ont connu avant Paris, effectivement, il se déploie dans Paris, mais dans un périmètre très précis qui n'a pas vocation à digérer ou bousculer 12 millions de personnes. Je veux dire, Soho n'empêche pas la grande région urbaine de New York de 17 millions d'habitants d'être une région productive, industrielle, populaire, cosmopolite, etc. Il y a certainement beaucoup à raconter sur l'éviction populaire de Manhattan, mais le phénomène métropolitain new-yorkais, de mon point de vue, est bien meilleur à prendre quant à l'égalité des chances pour les individus que beaucoup d'autres places nord-américaines. Et donc, en somme, je prends New York dans sa totalité, y compris Soho ou d'autres quartiers scandaleusement gentrifiés et écœurants de pognon ruisselant et d'injustice, parce que je prends la totalité. Et je pense que ce que vous évoquez, qui vous alerte gravement sur le même registre, par exemple Hugo disant cette politique effrénée du logement social, elle n'est pas effrénée, mais obstinée, obstinée du logement social dans un Paris qui se confronte à ça nous mène nulle part. Et toi, Pierre, disant on n'a jamais atteint un tel niveau de gentrification et de comportement social rentier, sécessionniste, etc. Excusez-moi, ça ne raconte pas l'ensemble de la région urbaine et ses 12 millions d'habitants. Je voudrais rappeler quand même que, alors le chiffre n'est pas celui de la région urbaine, mais il est celui de la France entière. Lorsque nous avons, et à gauche nous l'avons beaucoup, ce réflexe d'aller saisir la population en difficulté dans les quartiers dissensibles, donc des us, objet des politiques de la ville, nous tournons vers 10% de la population urbaine. 10% de la population urbaine. Et c'est très important de le faire parce que c'est 10% qui sont dans des situations sociales qui, par définition, méritent, etc., etc. Voilà. Et les 90% qui restent ne sont pas la gentrification du grand bourgeois mondialiste qui vient faire son argent avec le trafic Airbnb, etc., etc. Non, c'est des gens comme vous et moi, comme lui, là, qui est obligé d'aller partir à Fontenay. Moi, je viens d'aller visiter aussi un appart en banlieue parce que je ne tiens plus non plus, etc., etc. Donc, tout ça pour dire quoi? Que ce que tu décris, Pierre, y compris avec des sources, enfin, c'est pas des sources, mais des alimentations dont moi, personnellement, je me méfie. Le fait que la Fondation Jean Jaurès sonne l'alerte à la sécession sociale ne me convient pas, parce que la même Fondation Jean Jaurès a, de mon point de vue, relativement bien accueilli, il y a quelques années, les fameux travaux d'une lecture sociale que je ne partage pas, de Christophe Guillouis sur le clivage national entre la métropole et une France dite périphérique, après avoir dit, c'était même, que la gauche avait abandonné le peuple. Bon, un tas de choses qui me semblent être des défauts de lecture, effectivement, d'une fraction d'intelligentsia de gauche qui a sans doute un peu perdu quelques repères et qui, du coup, croit bien faire en accentuant des effets diagnostiques qui ne tiennent pas, non, qui ne tiennent pas. Et, bien sûr, je ne méconnais pas la situation de la Seine-Saint-Denis et ce qu'on va voir quand on va saisir les fameux quartiers de la politique de la ville, alors qu'ils ne font pas 10% en région parisienne, ils font beaucoup plus, ça c'est sûr. Mais ça ne permet pas de donner droit à l'affirmation que j'ai entendue comme toi, puisqu'on était au même endroit, selon laquelle le Grand Paris nous chasse. Parce que quand Frédéric Génie, pas Christophe Guillouis, Frédéric Génie, fait ses petits films pour interviewer les gens et qu'il entend ça, entend bien Pierre ce qu'il ramasse. Il entend des gens qui, dans le même temps, disent le Grand Paris nous chasse, et les mêmes, ou d'autres à côté, dans les mêmes débats populaires, etc., ont un discours sur ce que ce Grand Paris offre comme potentiel et possibilité, qui est exactement l'opposé. Ça, c'est de l'idéologie, c'est-à-dire que c'est vraiment l'expression effectivement d'angoisse sur ce monde dont on n'a plus les clés. Nous, classe populaire, qui avions des ancrages, des catégories de réassurance, un syndicat, des partis, tout ça s'est cassé la figure. Et alors, c'est quoi ce monde? Comment il fonctionne? Où est le mode d'emploi? Comment j'y rentre? Y compris dans ma région francilienne. Et avec une partie des gens qui vont effectivement me dire le Grand Paris nous chasse. Une autre partie de ces
ces mêmes gens qui, en France, vont voter Front National à 30%, c'est le même discours, c'est la même logique, c'est anti-métropolitain, c'est contre ce monde qui nous arrive, etc. Et puis d'autres, issus des mêmes situations sociales, des mêmes conditions sociales, qui disent « ce Grand Paris est ma chance », ou qui en sont l'expression, y compris par des voix qui ne nous plaisent pas beaucoup, parce que ce sont d'autres formes de travail, d'autres formes d'accès à la richesse, etc., etc. Donc moi, je ne suis pas dans l'angélisme métropolitain, parce que je sais que la métropole est la forme urbaine à l'âge de la mondialisation, et que la mondialisation, elle est capitaliste, fondamentalement capitaliste. Donc il n'y a pas d'angélisme par rapport à ce phénomène social urbain. Mais par contre, je le prends dans sa totalité, c'est-à-dire dans sa totalité sociale et économique, qui fait que le capitalisme, il embarque toutes les catégories sociales, et y compris celles qui y jouent des formes d'émancipation, de progrès social, et il est indéniable sur le long temps, dans ce même système capitaliste, de capacité de libération des hommes et des femmes, et elles sont indéniables sur le temps long de ce même capitalisme. Ce qui me fait réfléchir, évidemment, dans l'origine idéologique qui est la mienne, mais ce qui me semble relever ni de l'angélisme, ni d'une forme de dénonciation un peu catastrophique, qui consisterait à dire, franchement, nous sommes dans un endroit qui, aujourd'hui, est en train de surmultiplier les inégalités, de surmultiplier les désordres environnementaux, et donc une sorte de moment où ce ne sont que des accumulations de mauvaises nouvelles qui fabriquent le paysage métropolitain. C'est contre ça que je me dresse, parce que je pense que c'est politiquement sans levier, quoi. Une fois que tu fais le constat que on n'est plus que dans un système rentier, et c'est vrai dans le Marais, mais ça commence à être un petit peu moins vrai dans Paris, même un peu ailleurs, et ça l'est plus du tout dans le reste. Tu ne peux pas ramener toute l'économie francilienne à la dynamique rentière et à la gentrification. Ça bouge, ça se transforme, ça bouge, oui. Il y a d'autres pauvres qui arrivent et qui reposent d'autres problèmes. Il y a une redistribution globale. Je ne pense pas qu'on puisse faire la démonstration aujourd'hui que globalement la région francilienne exporte ses ménages modestes et ses pauvres, parce que ce qu'elle exporte, c'est fondamentalement des classes moyennes en deuxième partie de vie qui vont chercher en province parce qu'ils ont les moyens de le faire. Donc moi je pense que ça reste une région socialement extrêmement diversifiée, mais évidemment cette diversification elle est vécue avec toute cette tension que vous avez dit, et puis ces clivages internes beaucoup plus forts encore, ça va de soi, mais ça crée un contexte politique. Donc si on le social et politique, si on le décrit systématiquement comme un ensemble de facteurs d'enfermement, de repli, de perte, de défaite, etc., où est-ce que vous sonnez pour et on ne peut pas simplement... c'est pas ce qu'a fait Yves. À un moment donné, il dit quand même j'espère que Macron va. Moi, j'espère que Macron va comme lui. Je suis d'accord avec toi que notre discours métropolitain n'aura jamais assez dit en quoi il est un discours d'émancipation sociale, parce que sinon, en permanence, on le repère. Mais ce que j'ajoute, c'est que la société métropolitaine, elle comporte ses propres capacités d'émancipation et de transformation. Encore et toujours, en particulier aujourd'hui, et j'ose dire de plus en plus aujourd'hui, dans tous les domaines, ceux de la solidarité, ceux de la façon d'inventer de nouveaux modèles écologiques, de la façon dont on habite les territoires, etc. Donc cette société métropolitaine ne me désespère pas. Et c'est en ça que je porte de l'optimisme, pas par rapport à la façon dont l'agenda métropolitain a été détourné ou d'autres constats sociaux que je peux partager par ailleurs. Mais j'ai fini, Hugo, mais voilà, en résumé, la société métropolitaine, c'est à nous tous de dire, de bien décrire les ressorts qui peuvent être les siens. Et pas au nom elle nous dit le Grand Paris, parce qu'elle ne dit pas que ça, Pierre, la société métropolitaine. Elle ne dit pas que le Grand Paris nous chasse. Tu as entendu les films de Frédéric qui écoutent bien les gens. Ils disent aussi que ce Grand Paris, alors c'est pas le Grand Paris, enfin bon bref, c'est tout le système etc. C'est des opportunités, c'est des possibilités, et ils font pas que le dire, ils le vivent, ils le pratiquent, parce qu'il y a moins de chômage ici
que dans beaucoup d'autres régions urbaines en France. Il y a beaucoup plus d'attractivité sur les jeunes et on continue à venir chercher sa chance dans cette région métropolitaine et pas que la chercher. Donc voilà, tout ça pour moi, avec toutes les inégalités qu'on veut rappeler, ça crée un contexte social que je préfère à celui dont on peut parler il y a 20 autres temps, du point de vue de quel espace politique on construit. Voilà, c'est pourquoi.